Salut la team, salut à tous, c'est le retour des vidéos La Route du Tour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo La Route du Tour pour cause de Covid, Plein pour de cause choses. de déménagement des uns et des autres, bref c'était un peu compliqué. Et puis ça nous a fait super plaisir, il y a plein de gens plein de joueurs de La Route du Tour qui nous ont écrit en nous disant ouais quand est-ce qu'on refait une vidéo pour nous aider à faire nos enchères, etc. Et donc on s'est dit bon bah allez go, on est à maintenant 3 jours du départ du tour, C'est vendredi cette année. vendredi depuis le Danemark. Et on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo. Hmm. Et on commence par quoi? On va faire des petites vidéos cette fois-ci. Avant, on faisait beaucoup de vidéos de 40 minutes et tout. Et là, on s'est dit, bon, on va faire plus court. On propose un nouveau format, on va dire. Et là, on va attaquer par les principaux favoris. On s'est dit Ouais. qu'a priori, le parcours, vous l'aviez regardé. Et on s'est dit, on va peut-être faire le top 3 des favoris. Et puis, bon, alors, il n'y a pas trop Moi de j'en vois suspense. trois Mais de favoris. Après c'est des gros outsiders ou des outsiders. Donc les trois favoris. Bon déjà il y a Pogacar, Roglic. Et le troisième favori selon toi? on a mis Jonas. On a mis Vingegaard. Vingegaard, parce que, on va le détailler, je pense. On va le détailler. En brainstormant, on va dire qu'on s'est dit que c'était celui qui était certainement le mieux placé pour gagner derrière Pogacar et Roglic. Si tant est qu'on puisse considérer que Pogacar puisse perdre ce tour, Et comment il peut le perdre d'ailleurs? et comment il peut le perdre. On s'est noté quelques petits points, axes de progression de Pogacar. On va pas dire faiblesse parce que c'est des axes de progression qui restent à identifier. De par le parcours du Tour de France, déjà la première semaine, je pense que tout le monde peut perdre le Tour la première semaine. Pas que Pogacar. C'est peut-être Tout même le la monde. semaine qui personnellement m'excite le plus, cette première semaine du tour, entre les étapes au Danemark où on a des risques de bordure non négligeables sur la deuxième étape, l'étape des pavés, la super planche des belles filles où mine de rien c'est la première fois qu'on va se mettre en Et action. t'oublies l'étape sur la côte d'Opale autour de Calais, Exactement. qui est quand même pas mal de dénivelé et pas mal au vent. Donc en tout cas, moi c'est une semaine que je vais suivre avec beaucoup d'attention. Et c'est peut-être la seule semaine où Pogacar peut perdre le tour. En tout cas, c'est Sportivement. sportivement, exactement. Sportivement, on reviendra après sur les sujets de Covid. Et toi, alors, du coup, comment est-ce que tu vois, enfin, si t'es la Jumbo, si t'es quelqu'un qui veut le battre, comment est-ce qu'on met Pogacar en difficulté sur cette semaine-là? Bah, déjà, faut tout faire pour essayer de le faire péter sur les bordures. Mm. Donc, sur la deuxième étape, on a tous vu, en tout cas, le Tour de France met bien en avant ce pont entre deux îles du Danemark, donc 18 km exposés au vent. D'ailleurs, le pont, j'ai appris que c'était le point culminant du Danemark. C'est dire la Donc, hauteur. c'est dire la hauteur, en tout cas du sommet du pont. Et donc, qui est bien exposé au vent, en tout cas aux rafales de vent. Donc, déjà, je fais tout pour essayer de faire une bordure à cet endroit-là. Je fais tout pour essayer de faire une bordure sur l'étape de Calais. Ouais. Et je prie pour que mon leader n'ait pas de soucis techniques sur l'étape des pavés. Et que je prie pour que Pogacar en ait un. Sachant que moi, le risque que je te pose, c'est est-ce que cette étape finalement, parce que tout le monde a compris que l'étape 2, il y avait des risques de bordure, il y aura forcément du vent sur ce pont, on ne sait pas encore s'il sera de face, de côté, de derrière, mais bref, il y aura du vent. Est-ce que finalement, c'est pas trop attendu? Parce Ah, que mais si t'es Pogacar et si t'es de la UAE, bon bah tout le monde sait qu'à ce moment-là, il faut être devant, il faut avoir Mikel Bjerg et McNulty qui emmènent il y a combien Pogacar. d'étapes du Tour où tu t'es dit c'est l'étape à bordure, faut à tout prix être bien placé, et dans cette étape il y a combien de leaders favoris Ouais, qui ont ouais, pété? c'est clair. Bah à chaque fois il y en C'est a. clair, c'est clair. Donc ça sera peut-être pas Pogacar, ça sera peut-être un autre qu'on verra, ça sera peut-être un gros outsider qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais c'est sûr que au soir de la cinquième étape, donc mercredi soir prochain, il y a au moins sur les 15 prétendants au top 10, il y en a au moins deux trois qui sont plus prétendants au top 10. Si des équipes mettent en route, et je pense qu'il y aura des équipes qui mettront en route, effectivement, c'est un risque. Deuxième risque pour perdre le tour, pour Pogacar, c'est Ou pour peut-être, n'importe qui ou d'autre. pour n'importe qui d'autre, c'est peut-être l'étape des pavés. Même si on se faisait la réflexion avant, c'est pas l'étape des pavés la plus dure qu'on puisse faire, hein, c'est pas Paris-Roubaix. Mais Et que Pogacar a montré sur le Tour des Flandres que Et tout que allait bien, a Pogacar, priori. bon, quatrième de Tour des Flandres, on ne peut pas dire que le type soit pas tout à fait à l'aise sur les pavés. Maintenant, on n'est jamais à l'abri sur des pavés d'un problème technique, d'une crevaison, Du vent, du de vent, la d'une pluie, chute, hein, quelqu'un d'une qui chute chute. devant vous et vous tombez. Bref,
on sait que c'est des étapes qui naturellement sont plus soumises à l'aléa. Ouais. Et donc, il y a un potentiel petit risque pour Pogacar. Sachant qu'en plus, autour de lui, il n'y a pas non plus dans son équipe, contrairement à la Jumbo où tu as Van Aert, Ineos où tu as Lucro par exemple, Van Barle. ou Van Barle. Finalement, qui est le spécialiste des pavés côté UAE, il n'y a pas grand monde. Trentin. Trentin, mais enfin, c'est pas non plus le type où tu C'est dis pas c'est assurance tout risque pour C'est m'emmener dans les c'est pas pavés. Pogacar le spécialiste. Ouais, c'est peut-être Pogacar le meilleur sur les pavés. Donc ça peut être un deuxième risque pour lui de le perdre. Et puis après, troisième risque, le Covid en fait. Ouais, hein. le Covid. Là, on a vu que nous, on a commencé nos enchères la route du Tour là, et puis on a déjà quelques coureurs qui sont tombés. Donc le Covid cette année, ça va être un sérieux risque. Surtout que j'ai l'impression que la bulle sanitaire en place n'est pas vraiment une bulle cette année, donc ça va être un sérieux risque. En plus, il va y avoir un sujet de la dernière fois, les spectateurs quand même étaient masqués, enfin en tout cas faisaient attention et tout. Là, cette fois-ci, Ça sera pas tout le le cas. monde s'en fiche globalement, sauf les coureurs. Il y avait le fameux tweet de Romain Bardet, je sais pas si vous avez vu, mais qui était dans qui était dans un avion et qui disait j'ai 90 personnes autour de moi qui n'ont pas de masque. Donc c'est presque le plus c'est le plus gros risque. C'est le plus gros risque pour Pogacar de perdre ce tour. Mais on l'a vu sur le Tour de Suisse, hein. C'était le plus gros risque pour les coureurs. Une hécatombe sur le Tour de Suisse. Après, est-ce qu'on peut considérer qu'une tactique de la Jumbo pourrait permettre à Pogacar de ne pas gagner? Parce que quand même la Jumbo arrive avec deux leaders. J'ai cru que ta transition ça allait être est-ce que la tactique de la Jumbo c'est tousser sur Pogacar? J'étais ah oui, ok. Non mais t'arrives avec deux leaders. Mais alors du coup je te propose de passer à la catégorie suivante. Ouais. Deux leaders pour la Jumbo. Du coup, Roglic ou Vingegaard? Pour toi, c'est qui le leader? Alors, on est quand même dans une perspective Wiggins, Froome un peu hein, quand même. Pour moi, le leader assumé de l'équipe au départ, c'est Roglic. Ouais, il n'y a pas de débat. Il y a pas de débat. Par contre, Vingegaard, c'est un coureur plus que protégé. Parce qu'ils ont quand même ramené une artillerie assez lourde en montagne. Il y a Sepkus, il y a Kreuzweig. Vingegaard, il va pas se dévoiler de suite. Et quand Pogacar va mettre les premières banderilles, parce qu'il va les mettre, je pense que ça va être celui qui arrive à mieux le suivre. Ouais, alors après, est-ce que la tactique, justement, c'est pas de mettre toi-même les banderilles? On sait bien que Roglic, il attaque en réalité, Roglic, mais même Vingegaard attaque. Mais moi, je me dis, la seule façon de vraiment faire tomber Pogacar, si vraiment il y a une façon, c'est de ne pas arrêter de l'attaquer via Vingegaard et via Roglic, parce qu'il ne laissera pas partir Vingegaard. Mais est-ce que tu n'as pas peur d'un Pogacar qui, comme sur le Tour de France, attaque et met 4 minutes à tout le monde si tu fais ça? Oui, mais de toute façon, c'est ton risque. Donc, ouais. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'il ne prendra pas le risque de laisser partir Vingegaard, vu ce que Vingegaard a montré. Ouais, tout à fait. Pour rappel, Vingegaard, cette année, c'est deuxième sur le Tirreno. L'année dernière, c'est deuxième sur le Tour. Il refait deuxième sur le Dauphiné. Bon. Et pour ceux qui ont regardé le Dauphiné, il était certainement meilleur que Roglic. Ouais. C'est pas quelqu'un qui va perdre du temps dans le contre-la-montre, puisqu'il est très bon contre la montre. Donc, pour Pogacar, mine de rien, il n'a pas vraiment de coéquipier qui peut suivre vraiment ce type d'attaque-là, a priori. Après, cette année, il a quand même une bien meilleure équipe que les années précédentes. C'est-à-dire qu'il se ramène avec Majka. Qui était fort sur le tour. Bon, ok. En tout cas, bon. Majka qui a l'air en forme, on va dire. Voilà. Qui a l'air en forme. Il y a Soler qui était pas l'année dernière. Il y a McNulty. Ils ont George Bennett. Qui était là aussi. Donc ça fait quand même c'est une belle équipe. 4 coéquipiers qui sont là en montagne qui peuvent permettre de rouler. Il va plus pouvoir se permettre de contrôler que l'année dernière, où l'année dernière il était quand même assez vite esselé à devoir se dire en fait je suis tout seul, c'est moi qui gère la course tout seul quoi. Donc compliqué, Roglic ou Vingegaard compliqué, je pense que ça va être en fonction des circonstances de course. Est-ce qu'il y en a un qui a eu pas de chance, est-ce qu'il y en a un qui est plus fort à tel moment, mais les deux seront quoi qu'il arrive protégés jusqu'à ce qu'il y en a un qui ait une défaillance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on est eux, on n'est pas eux, je pense qu'il ne faut pas attendre les premiers grands cols du Tour de France pour attaquer. Je pense qu'il y a plein d'étapes finalement qui se terminent en côte, avec des côtes pas forcément très très dures, mais sur lesquelles il faut peut-être un peu de punch. La super planche des belles filles, on a une étape à un moment aussi où il y a un peu de punch. Et on sait que, Pogacar il est fort partout, donc, mais potentiellement un Roglic sur le dernier kilomètre ou sur plutôt les 300 derniers mètres, il a un bon punch.
Vingegaard, il est capable de le faire aussi, on l'a vu l'année dernière, où quand c'est le seul finalement qui a décroché Pogacar, alors c'était pas à 300 mètres, mais c'était un peu Ouais, c'était sur le Ventoux, en fin d'ascension sur le Ventoux. Donc je pense que la seule façon de le battre, c'est de le harceler sur tous les terrains possibles et espérer effectivement qu'il ait et une sur les terrains défaillance. où son équipe est moins forte, donc du coup, le plat, les bordures, Ouais. les pavés. C'est la seule façon. Et quand même pour terminer, selon toi, entre Vingegaard et Roglic, qui finit le mieux placé sur le tour? Du coup, ta question c'était qui est le mieux placé entre Roglic et Vingegaard à la fin du tour? Bah, j'ai envie de presque lancer une pièce en l'air. On voit où ça tombe. Moi, de ce que j'ai vu sur le Dauphiné, j'ai envie de dire Vingegaard mieux classé. De ce que je connais du cyclisme du fait qu'il y a quand même l'historique qui joue beaucoup. Du fait les que Roglic, il a un peu la relationnels, etc. poisse aussi, qui fait quelques petites erreurs. Je dirais que quand même la Jumbo va tout faire pour essayer de faire gagner Roglic. Donc, on jette une pièce en l'air. Roglic va essayer de gagner, mais ce que j'ai vu sur le Dauphiné, j'ai l'impression que Vingegaard est plus fort. Donc, Moi, si j'avais un peu d'argent, et il est possible que je parie un petit peu sur ce Tour de France, je mettrais bien une pièce sur Vingegaard. Après, la cote est exactement la même que pour Roglic, donc c'est que les bookmakers voient aussi 50-50. Mais je l'ai trouvé tellement fort sur sur le Dauphiné. abusé. Lorsqu'on voit la tête de Roglic sur la dernière étape, lorsqu'il arrive avec lui, on sent que en fait, il a souffert pour prendre la roue. Et je pense qu'à la moindre première petite once de défaillance de Roglic, il switch tout sur Vingegaard et il joue la victoire de Vingegaard sur le tour. Et En tout cas, l'année dernière, c'était un plus que sérieux concurrent. Donc, pourquoi pas cette année? donc ouais, Réponse, Roglic, Vingegaard. réponse dans 3 semaines et demie. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!